Expédié pour d'étranges raisons de travail au fin fond de l'Italie, je me sentais très seul, et je considérais ce sale petit village un peu comme une punition. Ce genre de punition qui attend au moins une fois dans la vie chacun de nous. Un peu comme une bonne retraite où je pourrais me recueillir et faire de bizarres expériences. Et ce fut une punition. Pendant tous les mois où j'y demeurais. Alors qu'en ce qui concerne les observations exotiques, je ne fus pas peu déçu. Je suis un piémontais, et je regardais les choses de là-bas avec des yeux si hostiles que leur signification probable m'échappait. Tandis que maintenant, les ânes, les cruches à la fenêtre, les sauces bigarrées, les hurlements des vieilles bonnes femmes et les mendiants. Je me rappelle tout, d'une façon si violente et mystérieuse que je regrette vraiment de ne pas leur avoir accordé une attention plus cordiale. Et si je repense à l'intensité avec laquelle je regrettais alors les ciels et les routes du Piémont, où je vis maintenant dans un tel trouble, je ne peux conclure qu'une chose. C'est que nous sommes faits de telle sorte que seul ce qui est passé, ou changé, ou disparu, nous révèle son visage réel. Là-bas, il y avait la mer, une mer lointaine et délavée, qui, aujourd'hui encore, s'ouvre derrière toutes mes mélancolies. C'est là que finissait toute terre, sur des plages désolées et basses, dans une immensité vague. Il y avait des jours où, assis sur le gravier, je fixais de gros nuages accumulés à l'horizon sur la mer, avec un sentiment d'appréhension. J'aurais voulu que tout soit vide derrière ce précipice inhumain. La plage était désolée, mais pas repoussante. Je m'y promenais volontiers tant je m'ennuyais dans le village, le matin ou vers le soir, en suivant la zone des galets pour ne pas peiner dans le sable. Et je m'efforçais de prendre plaisir aux petits buissons de géranium en fleurs ou aux puissantes feuilles d'agave. Chaque fois j'étais agacé par le rejeton sableux de quelques figuiers de Barbarie arrachés ou déchiquetés, dont la pulpe verte de certaines feuilles était desséchée et montrait le lacis des fibres. Je me rappelle un matin de juillet, si intense que la mer ne se détachait pas sur le ciel. Quelques pas plus haut que la grève, les barques décolorées et usées s'entassaient, et certaines, inclinées, paraissaient se reposer de la pêche de la nuit. Les vagues sur le rivage bruissaient à peine, comme écrasées par l'imposante étendue de l'eau. Assis à l'ombre, contre une barque, je vis l'ouvrier condamné à la relégation dans ce village. Il regardait vers la colline, vers le sommet couronné de murailles de roc blanc, là où était la partie ancienne du village. Il semblait sous le charme de cette clarté du ciel qui allégeait et voilait toute chose. À mon passage, il ne se retourna pas. Il avait sa casquette abaissée sur les yeux et son costume marron déchiré au coude et déformé aux genoux. Quand je l'eus dépassé, j'entendis qu'on m'appelait. De ma poche, bien reconnaissable, sortait un journal de Turin. Tandis que le jeune homme lisait, je respirais blotti à l'ombre de la barque. Il y avait une odeur de bois chauffé par le soleil et de sable brûlant. « Vous ne vous baignez pas ?» lui demandai-je au bout d'un moment. « Ces journaux disent tous la même chose, » répondit-il, et il fouilla dans sa poche. « Vous n'avez rien à fumer ?» Je lui donnai de quoi fumer. Je commençai à me déshabiller sous le soleil. « Je suis pas un politique, » reprit-il. « Moi, dans les journaux, je ne cherche pas la politique. Ça me fait plaisir de lire ce qui se passe chez moi.
Et au lieu de cela, il ne parle que de politique. Mais je croyais que vous étiez... Je suis de droit commun, coupa-t-il vivement. J'ai cassé la figure à un milicien, mais je suis de droit commun. Il enfonça sa casquette sur ses yeux. Je l'ai dérouillé pour des raisons personnelles. J'enfilai mon maillot et je m'assis au soleil. Je regardais vers la mer tremblante et immobile. Je savourais à l'avance l'écume de mes brassées, la fraîcheur du fond, les irisations du soleil sous l'eau. Cela me gênait, ce corps habillé que j'entrevoyais par en dessous la barque. De longues manches, un pantalon pesant, une casquette enfoncée. Comment faisait-il pour ne pas étouffer? « Vous vous baignez » demandai-je à nouveau. « Je préfère l'eau de rivière, » répondit-il d'un air pensif. « Ici, il n'y en a pas, » dis-je. Je revins au rivage tout ruisselant, et je me jetai sur le sable. Je restai les yeux fermés. Quand je les rouvris et que je m'assis, je jetai un regard égaré sur la côte. Sur la pâleur désespérée des plantes grasses et des maisons roses toutes proches, ce soleil tapait toujours. Mon complet faisait une tache sombre près de la barque. « Vous aussi, vous êtes relégué » cria de là-bas le jeune homme. « Ici, nous le sommes tous un peu, » répondis-je à voix forte. « Le seul soulagement, c'est d'aller à l'eau. »« Et l'hiver, quel soulagement y a-t-il ?»« L'hiver, on pense à chez nous. »« Moi, j'y pense même en été. » Il vint à côté de moi et s'assit sur le sable. Il avait quitté sa veste. Il portait une chemise foncée, sans manches. « À quel pays croyez-vous que pensent les gens d'ici » demanda-t-il. « Ils pensent à l'Italie du Nord, plus que nous. »« Oui, mais leur pays, c'est ici. À eux, il ne leur manque rien. » Entre la plage et les premières maisons décrépites du hameau au bord de la mer, un groupe de femmes traversait la voie ferrée. Elles allaient dans leur coin entre les rochers, en remontant la côte, pour se baigner. Elles étaient vieilles, vêtues de marron, petites. Parmi elles, une jeune fille en blanc. Je dis n'importe quoi. Évidemment, on nage mieux dans le pot. Il y a moins de soleil et on est plus à l'aise. Où habitiez-vous à Turin ? Je le lui dis. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce pays ? Je travaille à la route provinciale. C'est moi l'ingénieur. Le relégué se frotta le nez avec le dos de la main. Moi j'étais mécanicien, dit-il, en me regardant. Vous recevez du courrier de Turin, vous ? De temps en temps. Moi j'en ai reçu l'autre jour. Et il tira de sa poche une carte postale représentant une vue de la gare. Vous connaissez cet endroit ? Je regardai un instant l'illustration en souriant, et je la lui rendis, gêné. Il y a le bonjour d'une fille. Si elle m'envoie le bonjour, ça veut dire qu'elle me fait cocu, je les connais. Cette vantardise me déplut. J'allumai une cigarette sans répondre. J'attendais la suite. Mais l'autre se tut. Au bout de quelque temps, il me rendit mon journal, avec un salut brusque, et il s'en alla en trébuchant dans le sable. Certains soirs, en rentrant du travail, je traversais le village au bord de la mer. Et chaque fois je trouvais incompréhensible que pour quelques-uns de ces enfants éparpillés dans le monde, cette terre soit la seule, le sceau et le refuge de la vie. Je ne pensais pas à la rareté des champs et des eaux, à la fausse étrangeté des plantes grasses et contournées, à la nudité de la côte. Ces choses ne sont que la nature, et moi-même je les combattais en asphaltant une route.
Ce qui était rebutant et vide, c'était vraiment la façon de vivre des gens, des mots et des formes d'une réalité relâchée que dénaturer des restes d'un passé impénétrable. Avec une vivacité indolente, les hommes sortaient à toutes les heures de leur masure pour se rendre chez le barbier. On aurait dit qu'ils ne prenaient pas la journée au sérieux. Ils passaient leur temps dans la rue, ou assis sur le pas de la porte à bavarder. Ils parlaient ce dialecte qui, loin de là, sur les montagnes de l'intérieur, servait aux gardiens de troupeaux et aux charbonniers. Peut-être travaillaient-ils de nuit, ou en cachette dans leur maison jalouse et étouffante. Mais à la lumière du jour, du matin au soir, ils avaient seulement l'air d'invités ennuyés, en liberté. Les vieilles sortaient, les fillettes sortaient, mais les épouses, les filles en pleine beauté ne sortaient pas. C'est pour cela, certainement, que le village était désagréable. Ces hommes semblaient y vivre provisoirement. Ils ne s'identifiaient pas à ces campagnes, à ces routes. Ils ne les possédaient pas. Ils y étaient comme déracinés, et leur perpétuelle vivacité trahissait une inquiétude animale. Pourtant, à la tombée du jour, le village aussi s'adoucissait sous le ciel. Du bord de la mer venait un peu d'air, et dans les rues tourbillonnaient les gosses à demi nus, et les vieilles criaillaient. Des portes s'exhalait une odeur lourde de friture, et j'avais coutume de m'asseoir à une auberge en face de la gare déserte. Je regardais passer le troupeau de chèvres qui donnait le lait au village, et je m'engourdissais dans la pénombre, savourant ma solitude. Je me plongeais dans une émotion amère à l'idée que derrière moi, de l'autre côté des montagnes, le vaste monde continuait à vivre, et qu'un jour je le traverserais à nouveau. Il y avait là-bas quelqu'un qui m'attendait, et cette certitude me donnait un détachement silencieux à l'égard de toute chose, et une indulgence rêveuse face à tout ennui. J'allumai une cigarette. Aussitôt, Sitchio apparaissait. « Monsieur, vous me donnez quelque chose ?» Et, se frottant les mains à l'avance, « Je fume moi aussi. »« Merci, serviteur. » Sitchio était petit, tout bronzé, avec une barbiche grise et des yeux malins. Il se drapait dans un manteau décoloré et avait les pieds enveloppés de bouts de chiffon maintenus par des lanières. Quand il avait dépensé en vain l'argent des aumônes, il restait caché pour ne pas donner un vilain spectacle de lui-même. Il venait d'un village de l'intérieur, et sa légende était célèbre. Les gens m'en avaient parlé, comme de tout ce qui leur appartenait, avec orgueil. Sitchio était idiot. Et de temps en temps il était pris d'un accès qui le faisait hurler en l'air dans la rue, contre des fantasmes à lui. C'est sa femme qui l'avait réduit dans cet état, en disparaissant avec un type. Et Sitchio plaqua tout. Travail, maison, dignité, et fouilla pendant un an ses côtes sans savoir qui il pouvait bien chercher. Puis on le mit à l'hôpital, mais lui ne voulut pas, et retourna dans ses campagnes, et devint le véritable Sitchio, le mendiant symbolique qui préférait un mégot ou un petit verre à une grande assiette de soupe. Quand on jouait aux cartes à l'auberge, les gens le chassaient parce qu'il cassait les pieds. Mais quand il s'ennuyait, ou quand passait un étranger, Sitchio valait de l'or. Il était un exemple convaincant du caractère passionné de l'endroit. Dans les premiers temps de sa mendicité, il avait été emprisonné plusieurs fois le long de cette côte, et il lui en était resté une telle horreur pour les lieux fermés, que même en hiver il dormait sous les ponts. « Sinon, qu'est-ce que ça serait, comme souffrance ?» m'expliqua-t-il tout d'un coup d'une voix rageuse. Je pensais souvent à cette phrase. Peut-être lui était-il resté des remords qui pouvaient maintenant donner un motif à sa vie. Bien qu'un peu piqué, Sitchio n'était pas toujours bête. Un désastre comme le sien,
une souffrance à le rendre abruti, pouvait bien avoir ramené à la lumière en lui une faute vraie ou supposée, et brisé le droit aux lamentations. Mais de cette façon, privé même du réconfort de crier à l'injustice, Sitchio aurait été vraiment trop malheureux. À cette époque-là, je préférais croire qu'il avait parlé sans réfléchir, comme il le faisait d'ailleurs plus souvent qu'à son tour en demandant l'aumône. À certaines indiscrétions grossières sur ses malheurs, Sitchio répondait par un fatras de raisons qui détournaient la conversation. Quand la petite blonde vint de la ville, on l'avait fait venir en cachette et mise en commun pendant 2 jours dans la boucherie. Le boucher lui-même expliqua à Sitchio: « Tu vois, Sitchio, t'aurais dû la tuer, ta femme. Maintenant, elle fait aussi la putain comme celle-là. » Mais Sitchio, d'un air rusé: « Si la femme commet le péché, le plaisir est pour elle, et le péché est pour l'homme, dans la mesure où nous savons encore nous amuser. » La nuit, je faisais venir le sommeil en m'asseyant sur la plage et en écoutant les clapotis de la mer dans le noir. Parfois, je restais à l'hôtel à étudier la carte des travaux ou à relire mes journaux. Et, en fumant, je rêvais à mon transfert qui ne pouvait tarder. Un soir, je revenais très énervé de la plage au village quand une voix m'appela. Je me retourne et j'entrevois l'ouvrier turinois, assis sur une murette. Je m'étonnai. Je savais que son règlement lui interdisait de sortir à cette heure-là. « Comment ça va, Otino ?» Il me donna une cigarette et nous nous mîmes à marcher sur la route bordée d'oliveraies. On sentait l'âpre parfum des campagnes de septembre sous le ciel frais. Le relégué ne parlait pas. Nous fîmes une 50aine de mètres, puis nous revînmes, passant et repassant devant la baraque où il habitait. « C'est un système bien trouvé pour rester chez soi tout en prenant l'air, » dis-je finalement. L'autre se taisait, les lèvres serrées à ce que je voyais, et il fixait le sol là où il marchait. « Vous avez encore longtemps à faire ?» Cette fois non plus, il ne fit pas attention à moi. Mais avec une espèce d'effort, comme s'il avait eu la gorge tranchée, il dit sans me regarder: « Je vais casser la figure à quelqu'un. » Je m'arrêtai, le saisis par un bras. « Mais que diable arrive-t-il » Il se dégagea et s'arrêta. « Mais je dis pas ça pour vous, » marmonna-t-il d'une voix hargneuse. « Les femmes sont des salopes. Moi je suis ici à vivre comme un moine, et elle se fait baiser. » « Celle de la carte postale ? Mais puisqu'elle vous écrit ?» Le mécanicien me fixa avec haine. « C'était ma femme. » Je le regardai atterré. Quand j'étais en tôle, elle venait tous les jours me voir. Elle pleurait et elle voulait venir avec moi. Mais comment aurait-elle pu vivre ici ? Ici, il n'y a pas d'usine. Ensuite, je l'ai comprise, et je lui ai écrit de venir. Elle ne m'a jamais répondu. En ce moment, elle est au lit, avec quelqu'un. Mais vous n'êtes pas... Nous vivions ensemble. Il se racla la gorge. Moi, je regardais par terre. Bien sûr, dis-je ensuite, confus. Nous nous étions appuyés à la murette sur laquelle le mécanicien était assis auparavant. Les oliviers qui se découpaient en noir faisaient un mur autour de nous. Mon compagnon respirait comme s'il avait eu les côtes brisées. Puis, en s'élançant, « Marchons !» Nous reprîmes d'un bon pas. « Mais qu'elle ne vous écrive pas, » commençai-je à un certain moment. « Ça ne veut pas encore dire des histoires, » coupa-t-il. « Pas elle. Ce n'est pas une femme normale. Même quand j'étais là, il fallait que je recommence tous les jours. Elle ne faisait jamais comprendre ce qu'elle pensait. Ce n'est pas qu'elle me commandait, mais elle était dure. Dure.
Je n'étais tranquille que quand je l'ai vue pleurer. Pendant 2 ans, je l'ai tenue. Et alors, elle m'a eu. » En disant cela, il semblait tourmenté. Il hésitait à parler, mais ne pouvait pas se contenir. Les muscles tendus de sa mâchoire lui faisaient un visage encore plus émacié. « Pourquoi ne lui écrivez-vous pas, Ottino ? Les filles de Turin sont gentilles. Elle se décidera bien à vous répondre. »« Pas elle. Il y a 6 mois, je lui ai écrit de venir, tout de suite. 3 lettres que je lui ai écrites. Vous avez vu la réponse. » Il continua à parler dans sa tanière meublée. Il m'expliqua qu'il était relégué pour avoir enfoncé la politique à coups de poing dans la tête d'un milicien qui faisait la cour à cette femme. Il en avait pour 5 ans, et le premier n'était pas encore fini. Il voulait se jeter la tête contre les murs. « Pourquoi ne faites-vous pas une demande de grâce ?» demandai-je prudemment. « Une demande ? Ah, je le ferai, dit-il en fixant rageusement la bougie. Je le ferai. Il faut... De toute façon, je ramasserai 20 ans, ajouta-t-il sèchement, si je reviens. Je le regardai mal à l'aise. Il y avait une table vermoulue, pleine de journaux froissés, une assiette sale et la bougie allumée, plantée dans une bouteille. Un mélange d'odeurs, de sueur, de fumée et de lit écrasait cette lumière. Il marchait de long en large. Du tabouret sur lequel il m'avait fait asseoir, je le dévisageai. Je connaissais ce type d'homme brusque et taciturne. Je ne savais plus que lui dire. « Et vous ne pouvez plus vous en passer de cette fille ?» risquai-je enfin. « Je m'en passe !» cria-t-il. « Je m'en suis passé pendant 1 an !» Et il s'appuya au mur. « Je m'en passerai encore. Mais qu'elle se passe de moi, je ne veux pas. » « Maintenant, vous êtes au courant, » reprit-il sèchement. « Écoutez, je vous parle en ami, même si nous ne le sommes pas. Si vous avez une bonne amie, mettez-la enceinte. C'est le seul moyen pour les garder. » Il faut du calme. Dans l'ennui de la journée et du village, l'obsession du relégué qui arpentait sans trêve sa chambre ou la plage, toujours seul, le regard fixe, me tenait compagnie. Il se montrait peu, je lui rappelais sa douleur, mais il suffisait d'un salut au loin ou que j'entende parler de lui pour me rendre compte avec un sursaut insolite que je n'étais pas seul en cette terre abandonnée, et que quelqu'un y souffrait comme j'aurais pu y souffrir moi-même. La peine, presque un remords, que l'exaspération de l'exilé me causait, m'arracha le dernier intérêt que je pouvais éprouver pour cette vie. J'aspirais désormais à m'en aller, comme d'une île déserte. Et pourtant, comme s'approchait le jour probable de mon départ, je me laissais de plus en plus aller avec une amère complaisance à l'atmosphère désolante de cet endroit. Parmi les terrassiers de ma route, j'en avais quelques-uns qui avaient parcouru le monde, sans y amasser aucune fortune, ou en la dissipant. Je les trouvais à l'aube, complètement fauchés, sur le seuil de la baraque que nous avions dressée à l'entrée du pont de l'embouchure déjà achevé. Je fumais avec eux dans l'air froid, sur l'horizon bas de la mer, en tirant des bouffées humides. Les terrassiers bavardaient. Le matin, à New Orleans, je restais au lit avec une femme. Il n'y avait pas beaucoup de travail, et la vie était facile. Maudit soit le jour où je suis revenu au torrent de chez nous. La chance, c'est la chance. Si tu te mets à travailler, tu es feinté. Il faut demander à Vincenzo Catalano, qui frottait la carène des bateaux et dormait par terre avec les nègres. Eh, il faut pas être idiot. Ce sont les gens de chez toi qui te roulent. Il n'y a que quand on roule sa bosse qu'on est bien. Il suffit d'aller en Italie du Nord. Il suffit de ne pas être idiot. Il y avait une avenue de palmiers au bord de la mer.
Une fois, j'y ai marché du matin jusqu'au soir sans en voir la fin. À la tombée de la nuit, j'étais encore en ville, et c'est dans ce café que j'ai rencontré... J'avais à faire le surveillant, maintenant que le pont était fini. Rester à veiller à ce que ces 3 ou 4-là allument la chaudière et enfoncent les pieux. C'était maintenant tout mon travail. Près de la chaudière, il y avait un agave roussi. La fumée du bitume se mêlait à l'odeur saumâtre de la plage, et, en s'élevant, voilait un soleil pâle qui faisait mal aux yeux. Alors je m'éloignai lentement de la mer, le long de la route dénudée, regardant les yeux mi-clos ces montagnes inconnues. En descendant la route, je rencontrais parfois des paysans sur leur âne. Plus petit que son maître, l'animal trottinait patiemment et passait à côté de moi sans me regarder, tandis que le paysan retirait sa casquette. Il venait du bas de ces pentes silencieuses, d'une bicoque séculaire ou d'une cabane, et m'examinait un instant, d'un regard sombre. Pour certains d'entre eux, la mer était un vague nuage bleu. Quelquefois, une paysanne, petite, vêtue de marron, cuite par le soleil et par ses rides, passait pieds nus une corbeille sur la tête, ou tirait un porcelet qui trottinait sur ses 3 pattes libres. Elle ne me jetait pas un regard. Elle regardait fixement devant elle, les yeux immobiles. Je ne me lassais pas de ces rencontres. C'étaient là des gens inconnus, qui vivaient leur vie sur leur terre. Je retournai aux baraques. Les terrassiers m'attendaient assis, parce que quelques difficultés avaient surgi, et que ce n'était pas à eux de la résoudre. Ainsi venait midi, puis le soir, puis le lendemain, et avec le mois d'octobre commença le déluge. Il était impossible d'asphalter encore. Il pleuvait tellement qu'on aurait dit une cascade. J'écrivis à mon entreprise de m'épargner et d'épargner son argent, et je m'enfermai pendant des journées entières à l'auberge. Un jour, le boucher me prit à part. « Monsieur l'ingénieur, vous versez 10 livres et vous faites partie de la société. J'écris dimanche, la marchandise arrive mercredi et jusqu'à vendredi. À n'importe quelle heure que vous en ayez envie, vous frappez 3 fois, et l'amour vous attend. » La petite blonde sauta du train un soir de vent et de pluie. Le boucher la protégea sous un parapluie. Un autre prit sa petite valise. Ils disparurent dans la ruelle sombre derrière l'église. Tout le village était au courant, mais à l'auberge on continua à n'en parler qu'entre personnes sûres, le boucher affirmant que de cette façon, on trouverait quelques autres clients pour Concetta. Il la nourrissait de viande et d'olives, mais la tenait enfermée. C'était un continuel va-et-vient. Moi, j'y allais le 2e soir. Dans la boutique sombre, j'entrevis 2 chevreaux éventrés, pendant des crochets au-dessus du baquet. Le boucher accourut à ma rencontre. Il m'ouvrit une autre porte vermoulue, et, en me serrant la main, me fit entrer. On parla souvent de Concetta à l'auberge. Les uns disaient qu'elle manquait de classe. Les autres proposaient de la rappeler bientôt. Ce qu'il y a, c'est qu'en ville, ces filles-là se fatiguent trop. La prochaine fois, il faut qu'elle arrive plus reposée. Ce qui les avait surtout frappés, c'était le contraste entre sa carnation foncée et grasse et la légèreté exotique de ses cheveux blonds. « Cela vient d'un croisement », expliqua le barbier. « Elle a été élevée dans un hospice d'enfants trouvés, ce sont les meilleurs. Quand j'étais en Algérie, j'ai été avec une arabe blanche comme le lait, avec des cheveux roux. Elle disait qu'elle était la fille d'un marin. Je pestais tout seul qu'on ne m'y prendrait plus. Ces discours posthumes non plus ne me plaisaient pas tellement. Il est humiliant d'entendre des hommes d'une autre région parler de femmes. « Est-ce que quelqu'un a vu le relégué ?»« Chut !» souffla un jeune homme en penchant son visage au milieu des nôtres. « Doucement. Hier, il est venu quelqu'un de la police pour l'interroger. Il y a un meurtre dans l'histoire. » Racaille. « Qui est-ce qu'on a tué ?»
Rien. Ils l'ont pas arrêté. Ils voulaient seulement des précisions. Le crime a eu lieu en Italie du Nord. Et qu'est-ce que vous en savez? En fait, je l'ai vu hier soir marcher sur la plage comme un fou. Il avait pas de casquette et il pleuvait. Je courus à sa recherche. Chez lui, il n'y était pas. Je demandai à ses voisins. Il était sorti à l'aube comme toujours. Je revins le long de la plage. Je trouvai Ciccio sous une barque retournée, en train de se bander les pieds. Ciccio l'avait vu. « Je vais vous le montrer. Excusez-moi. » Nous traversâmes le village. Les gens étaient intrigués. Nous montâmes, tournant le dos à la mer. À minuit, il y avait un hangar qui donnait sur les toits d'en dessous. Au pied d'un pilier, Ottino était assis, regardant le sol. Il leva un visage agacé et douloureux. Il me salua d'un signe. « Qu'est-ce qui est arrivé, Ottino ?»« Ce qui devait arriver. » Depuis l'autre pilier, où il avait couru s'asseoir, Ciccio me fit le geste de quelqu'un qui fume. Je l'envoyai au diable. J'ai appris que quelqu'un de la police... Tout finit par se savoir, dit Ottino d'un air sombre. Puis il regarda autour de lui et dévisagea Ciccio. « C'est un idiot qui n'entend pas, fis-je. Si vous voulez me raconter, vous pouvez. Celui dont la femme s'est sauvée? Faut bien être dingue pour se mettre dans cet état. » Ottino, cela fait une demi-heure que je vous cherche. On m'a dit que vous n'allez pas bien. Moi? Éclata-t-il. Moi? Il n'y a qu'une chose. Et il scanda les mots entre ses lèvres décolorées. Il n'y a qu'une chose qui m'est restée sur le cœur, c'est que maintenant, je peux plus le faire moi-même. Quoi? Balbutiai-je. Mais arrêtez donc! Me cria-t-il au visage. Ici tout se sait. Qu'est-ce que vous avez à faire semblant? Ottino, si je le dis, vous pouvez me croire. J'ai appris que quelqu'un de la police vous a parlé, mais ce qu'il peut vous avoir dit, ou quelle précision il pouvait vouloir, je n'en ai pas idée. Donnez-moi de quoi fumer, fit-il brusquement. Je lui tendis une cigarette, puis je regardai Ciccio et je lui jetai la sienne, qu'il attrapa au vol. Alors écoutez, ma femme, et il esquissa un sourire. Ma femme a été tuée par un compagnon de travail, avec qui elle vivait depuis 6 mois et qu'elle fréquentait depuis 2 ans. Le sous-signé est interrogé parce qu'il fréquentait la victime. Il fréquentait. Et qu'il pourrait éclairer certains précédents importants. Vous savez le plus beau? Fit-il ensuite, en me prenant le bras. Il lui a tiré 7 balles, tout en pleine figure. Il n'essayait plus de rire. Il parlait avec une vivacité sèche, répétant les mots comme par obligation, sans que sa voix tressaille. Quand il eut fini, il resta à hocher la tête, fixant la cigarette intacte entre ses doigts. Puis il explosa. Il serra dans sa main la cigarette et la jeta au loin, avec un rugissement, comme s'il avait aussi jeté sa main. Je sentis la secousse dans mon bras prisonnier. En me dégageant, je dis doucement « Excusez-moi, Ottino. » Ce qui me reste sur le cœur, c'est que je peux plus le faire moi-même, gémit-il encore une fois. Depuis 2 ans. Et il se prit la tête entre les mains. Depuis 2 ans. Je m'en allai de ce hangar ouvert sur la mer, crispé et humilié. Les deux qui restèrent là n'étaient pas des types qui allaient bien ensemble. Je les vis pourtant quelques jours plus tard, sur la place, assis sur le grand tronc d'arbre. Ils ne parlaient pas, mais enfin ils étaient ensemble. Je passai les derniers jours aérés,
même sous la pluie. La mer, j'évitais de la regarder. Elle était sale, agitée, effrayante. Le village et la campagne avaient comme rapetissé. En quelques pas, j'arrivais en n'importe quel endroit, et j'en revenais, insatisfait. Je n'en pouvais plus. Toute couleur était noyée, et dans le mauvais temps, les montagnes avaient disparu. Maintenant, à ce village, il manquait même le fond qui, par le passé, avait donné un horizon à mes promenades. Seul, sous la pluie, resta bien visible depuis la fenêtre de l'hôtel, la colline désolée avec les murailles blanc sale en haut. Le village ancien. C'est avec cette vue dans les yeux qu'un matin, où, comme de coutume, la lumière était mourante, je partis pour mon destin.